L'IA, ChatGPT, est-ce que ça peut remplacer le thérapeute? C'est une question qui est... c'est un poncif, quoi. J'ai presque honte d'aborder ce sujet, mais j'ai pris la décision d'en parler, c'est parce que je pense que ça peut nous apporter des informations assez précieuses sur ce qu'est un entretien thérapeutique, fondamentalement, auprès d'un humain, et ce qu'il a de très spécifique. Et le fait est que cette réflexion m'est venue après un rendez-vous chez le coiffeur, où, après avoir dit à mon coiffeur que j'étais psychologue, il s'est beaucoup livré, comme souvent d'ailleurs, lorsqu'on dit qu'on est psychologue, et il m'a dit que ChatGPT l'avait beaucoup aidé pour se sortir d'une période difficile, en lien avec une rupture amoureuse. Et lorsqu'il me parlait et qu'il me confiait ce que ChatGPT lui disait, j'étais assez d'accord sur le fait que ChatGPT lui apportait des réponses assez pertinentes sur sa situation. Et le fait est que ça l'a aidé à s'en sortir, à passer à autre chose. Et c'est dans un second temps qu'il a décidé de consulter un thérapeute. Parce que, d'abord, discuter avec un robot pour lui c'était très glauque. Il me disait ça comme ça. Et qu'il n'y avait pas ce côté humain. C'est une notion un peu vague, dont on va discuter après. Et alors, oui, c'est une question très à la mode. Ça a été abordé dans beaucoup de contenus par ailleurs. Et donc il y a des choses qui ont été dites déjà. On sait que il y a ce jeune adolescent qui s'est suicidé à la suite d'une longue conversation avec ChatGPT sur sa détresse émotionnelle. Et lorsqu'il a commencé à aborder le suicide auprès de ChatGPT, il lui a pas apporté les bonnes réponses, ce qui l'a conduit à passer à l'acte. Donc il y a ces limites-là. On sait que ChatGPT a ce biais de complaisance. Il va beaucoup dans notre sens pour nous faire plaisir, pour qu'on ait une expérience agréable, et qu'on l'utilise plus, puisque ChatGPT c'est une entreprise privée quand même qui l'a créé, donc ils ont intérêt à ce qu'on l'utilise plus, et il y a ce biais de complaisance qui en découle, et qui peut peut-être altérer l'efficacité, la pertinence de ChatGPT dans ses réponses. Et puis comme me disait mon coiffeur, il n'y a pas ce côté humain. C'est assez vague, on va en discuter. Et c'est peut-être pas si vrai finalement, qu'il n'y ait pas ce côté humain. Mais donc tout ça, c'est ce qui a déjà été dit, et j'aimerais avec ce contenu, qu'on essaye de le dépasser, qu'on apporte quelque chose d'innovant. Et finalement, toutes ces questions, c'est des choses assez techniques, quoi. C'est des problèmes purement techniques que ChatGPT sera potentiellement en mesure de résoudre dans un avenir proche ou lointain. Donc ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on parte du principe que toutes les limites techniques que pourrait avoir ChatGPT seront résolues à l'avenir. Et cette manière de réfléchir va nous permettre d'accéder à ce qui fait vraiment la différence fondamentale, essentielle et nécessaire entre l'intelligence artificielle et le psychothérapeute. Ce qui nous permettra de tomber sur des conclusions peut-être plus originales que c'est un super outil, mais il faut qu'il s'améliore sur certains points, il faut l'intégrer dans notre pratique, et à l'avenir ce sera un agent complémentaire de notre pratique professionnelle. Bon, déjà, c'est important d'avoir pu faire l'expérience de confier des problématiques personnelles, humaines à ChatGPT, en ayant également un suivi thérapeutique à côté pour vraiment faire l'expérience qualitative de ce que ça peut avoir de différent. Et la première chose qui saute aux yeux, c'est que ChatGPT est bluffant d'empathie et d'humanité. Et qu'il est capable, finalement, de se mettre en phase émotionnellement avec nous, si bien que dans un échange avec lui, on se laisse duper. Et on constate plusieurs choses. D'abord, qu'il veut notre bien. Ensuite, qu'il nous comprend presque mieux que personne. Qu'il est capable de bien formuler cette compréhension, cette empathie, dans les réponses qu'il nous apporte. Et enfin, qu'il est très pertinent. Et à côté de ça, lorsqu'on va voir le psychothérapeute, c'est pas la même chose. Il est parfois plus absent, ses réponses sont pas aussi percutantes, on a l'impression qu'il a pas saisi toutes les informations qui seraient susceptibles de nous laisser croire qu'il nous comprend profondément. Et pourtant, mon coiffeur et mes patients utilisent ChatGPT pour leurs problématiques personnelles, mais continuent de voir un psychothérapeute. Et on en arrive à ce côté humain dont me parlait mon coiffeur. Mais qu'est-ce qu'il entend par ce côté humain ? En fait, ce qu'on recherche,
chez un thérapeute, mais en fait dans n'importe quelle relation. J'imagine que beaucoup de gens utilisent ChatGPT comme un ami entre guillemets, mais vont aller chercher le contact humain à l'extérieur. Alors qu'est-ce qu'ils cherchent? Puisque c'est pas tant la capacité à se mettre émotionnellement en phase, à se connecter émotionnellement qui diffère, puisque ChatGPT le fait très bien. C'est plutôt le besoin que notre vécu tombe dans la conscience de quelqu'un. J'ai besoin que ma souffrance, mes émotions et ce qui m'arrive puissent être actés par une conscience. Et alors qu'est-ce qu'on entend par conscience? C'est ce truc qui fait qu'on est capable d'être témoin actif, éprouvant de tout ce dont il est témoin. Quand je commence à parler de mon boulot ou de mes blocages, je veux que le récepteur à qui je confie ça lui fasse quelque chose. Soit qu'il ait un début d'émotion de près ou de loin, soit qu'il s'en dise des trucs. Et alors mieux encore qu'il comprenne, que ça lui fasse vivre le truc, au sens phénoménologique, qui vraiment il l'éprouve dans sa chair, exactement comme moi je serais susceptible de le vivre, et qui me réponde depuis ce vécu qu'il en a fait. Et lorsque ChatGPT nous donne le sentiment d'être compris, c'est parce que sa réponse colle avec une précision remarquable, avec tout ce qu'on a pu lui dire, mais on sait que sa réponse ne provient pas d'une communauté d'expériences vécues. Et donc si vous avez fait l'expérience d'à la fois confier des problématiques à ChatGPT et à un thérapeute, vous voyez bien ce qui se passe. Face à ChatGPT, vous vous présentez à lui dans toute votre indétermination. Vous avez des doutes, vous savez pas bien formuler votre problématique, vous lui envoyez un pavé un peu informe, et vous savez que il va essayer de vous répondre d'une manière assez pertinente. Et vous faites ça sans aucune pression. Tandis que lorsque vous êtes face à un thérapeute, tout de suite, immédiatement, il vous faut prendre forme. Il vous faut vous tenir face à lui un peu droit, faire preuve d'un peu de tenue. Il vous faut clarifier ce que vous allez lui dire. Et enfin, il vous faut faire preuve d'effort pour confier des choses dont vous avez un peu honte. Et c'est à travers cet effort que vous prenez conscience, que vous considérez que, tiens, ce que je dis là, sur moi, c'est quelque chose que j'apprécie pas trop. Dire à ChatGPT qu'on n'arrive pas à avancer sur une problématique personnelle, c'est terriblement facile, si bien qu'on n'en prend pas conscience. Dire à son thérapeute, avec qui on travaille depuis des mois sur un même problème, qu'on n'a pas avancé, voire même qu'on a reculé, c'est encore une autre affaire. Et donc il se passe ça. Face au thérapeute, je dois m'ordonner, prendre forme. Face à ChatGPT, je peux rester dans une certaine indétermination. Et quand bien même le thérapeute doit faire preuve de cette fameuse neutralité bienveillante, parce que c'est son métier, et que dans son attitude envers nous, il ne va pas être agressif, ni nous juger ou quoi que ce soit, on sait que dans sa pensée, dans son esprit et dans sa conscience, on ne pourra pas l'empêcher de se dire des trucs sur tout ce qu'on lui confie. Et c'est là qu'il se passe un truc intéressant. Je suis face à une conscience qui éprouve et juge, comme on l'a vu, librement. Je ne sais pas ce qu'elle va faire de moi parce qu'elle est libre, contrairement à ChatGPT. Et c'est là qu'arrive un enjeu qui est très bien résumé dans une phrase connue de Sartre, dans son bouquin L'être et le néant. La liberté d'autrui m'est révélée à travers l'inquiétante indétermination de l'être que je suis pour lui. C'est-à-dire que je vais me poser face à quelqu'un, lui livrer tout ce que je suis, et sa liberté fait que je sais pas ce qu'il va en faire. Et c'est ça qui donne toute la saillance du jugement qu'une conscience humaine pose sur moi. Et ce phénomène-là, il est très clair dans ma pratique clinique, où en général, beaucoup de patients vivent très mal la critique qu'a pu leur faire un proche. Le conjoint, un parent, un beau-parent, frère, sœur, etc. Souvent, ça concerne les animaux, je sais pas pourquoi. Mais donc, exemple, tiens, ton chien, tu le laisses trop souvent dans ta voiture, avec la chaleur qu'il fait, tu pourrais être un peu plus responsable. Voilà, par exemple. Et pour eux, ça semble évident de mal vivre cette critique. Et c'est pour ça que je fais toujours l'exercice suivant. Je leur dis, écoutez, si ce même proche vous faisait cette même critique, mais que vous saviez qu'il avait Alzheimer, comment est-ce que vous le prendrez ? Et là, évidemment, ils me disent qu'ils le prendraient beaucoup mieux, parce que ce serait à cause de la maladie. Et donc ensuite, je leur demande, bon, ok,
Et si vous saviez qu'il vous disait ça parce qu'il avait passé une très mauvaise journée et que c'était sur le coup de l'impulsivité. Pareil, je le prendrais beaucoup mieux, je saurais d'où ça vient, que ça vient de l'émotion. Et enfin, est-ce que ça vous ferait pareil si ce proche était expert canin ? Et là, ils me répondent, peut-être un peu, parce que c'est important pour moi de bien traiter mon chien, mais je saurais d'où ça vient. Si l'expert canin, c'est que ça compte pour lui, c'est qu'il est expert du domaine, j'arriverai à savoir la cause, en fait, pour laquelle il me critique, il me juge. À partir du moment où on accède aux causes d'un jugement, sans l'excuser, ça atténue quelque chose. Parce qu'on comprend la chaîne causale qui détermine ce jugement. Justement, ce jugement n'est pas arbitraire. C'est l'arbitrarité du truc qui nous fait du mal. Et qui dit arbitrarité dit libre arbitre. Voilà, liberté. La liberté, le libre arbitre qu'il y a derrière un jugement, c'est ça qui lui donne toute sa prégnance. Et c'est vrai aussi bien pour les jugements négatifs, comme c'était le cas dans cet exemple, que pour les jugements positifs. Et je vais prendre un autre exemple clinique. J'ai un patient qui venait me voir et qui a voulu centrer la thérapie sur un conflit avec sa conjointe, qui voulait prendre de la distance. Ça voulait pas dire qu'elle voulait rompre, ça voulait dire qu'elle avait besoin de temps pour elle. Et lui, ça le rendait fou, après tout ce que j'ai fait pour elle, etc. Mettre de la distance, ça lui donne le sentiment d'être négligé, etc. Et moi, je sens qu'il y a un truc intéressant à aller creuser. Et je lui demande comment se passaient ses anciennes relations et pourquoi cette relation-là a duré si longtemps. Et il me répond que avant, c'était trop facile. Les filles avec qui il était en couple avant lui sautaient trop vite dans les bras, lui envoyaient des messages tous les jours, étaient trop amoureuses, si bien que lui, il se détachait. Et donc là, bingo, je lui dis, mais cette distance qu'elle met, c'est peut-être ça qui fait que vous êtes attiré par elle. Le fait qu'elle vous résiste, c'est ça qui explique votre amour pour votre conjointe actuelle. Et donc lui, il confirme. Alors pourquoi ça se passe comme ça ? Parce que lorsque quelqu'un est dépendant de nous, et vous avez tous dû le vivre d'une manière ou d'une autre, je pense, y compris dans les jeux de séduction, on a besoin de chaud-froid, on a besoin de pas sentir que c'est acquis tout de suite. Bon, parce qu'il y a un défi, admettons, mais aussi, je pense, c'est une interprétation personnelle, parce qu'on a besoin de se dire qu'il y a une conscience, qu'il y a une libre délibération derrière. Si l'autre est trop vite dépendant, tout de suite on accède un peu aux causes pour lesquelles il nous aime, il nous admire, il nous valide. Parce qu'il a besoin de combler un manque, parce qu'il a vécu des traumatismes qui font qu'il a besoin d'être attaché à quelqu'un, pas particulièrement à nous. Et alors, c'est peut-être ça qui nous repousse quand une personne est trop attachée. Alors que si une personne me résiste et m'échappe, et qu'à un moment donné, elle choisit de me donner de la validation, de l'amour, mais ça vaut beaucoup plus. Parce que cet amour, il vient d'une libre délibération, d'une conscience libre. Et donc, je suis élu par ça, sans savoir pourquoi. Et donc mon patient, c'était ça. De temps en temps, sa conjointe s'en va, et puis quand elle revient, il n'arrive pas à accéder pourquoi. Elle le choisit parce qu'elle le choisit. Et peut-être que c'est dans cette validation, qui est le fruit finalement d'une liberté, qu'il trouve quelque chose de beaucoup plus intense et beaucoup plus grand. Bon, interprétation personnelle, mais dans toute mon expérience clinique, j'ai l'impression qu'il y a de ça. Indépendamment de l'existence réelle du libre arbitre ou non, c'est pas le sujet de ce podcast, je prête, quoi qu'il en soit, un libre arbitre à moi-même et aux autres. Ça s'impose en fait à ma conscience. Et ça vient expliquer une palette extrêmement large de tous mes vécus émotionnels au quotidien. Aussi bien dans mon rapport avec les autres que dans mon rapport à moi-même. Quand je culpabilise, c'est que j'avais le sentiment d'être libre et que donc j'aurais pu faire différemment. Quand j'en veux à quelqu'un, j'ai l'impression que ce qu'il a fait contre moi, c'est un choix arbitraire. Quand l'autre m'aime, je sais pas d'où ça vient. Si je sais qu'il m'aime parce que je suis brun, ou brune, ou blond, ou gentil et qu'il a manqué de gentillesse dans son enfance, tout de suite ça vient gâcher la fête. Quand l'autre m'aime et que je n'accède pas aux causes, et que je le vois comme le pur fruit de son libre arbitre, j'ai le sentiment d'être validé dans tout ce que je suis. Le niveau de libre délibération que je prête à une conscience, que ce soit vrai ou pas, que je prête, que je suppose à une conscience, vient expliquer toute la prégnance, toute la saillance que je donne à son jugement sur moi.
Voilà ce qui explique quand même une différence fondamentale entre ce qui se passe dans une interaction avec un humain ou dans une interaction avec une intelligence artificielle. Bon, c'est le cas en thérapie, mais en fait ça c'est le cas en général dans toutes nos relations. Donc qu'est-ce qui peut être spécifique à un entretien thérapeutique ? Eh ben c'est encore en lien avec cette liberté. Parce que regardez, quand je pose une question à ChatGPT, c'est quoi les options qui s'ouvrent à lui ? Il peut me donner une réponse claire et directe, il peut me donner plusieurs pistes, il peut même nuancer sa réponse ou même encore émettre des doutes sur ce qu'il me répond. Cherche par-ci, par-là, mais renseigne-toi auprès de machin, de trucs. Les hypothèses sont encore en suspens dans la recherche. Il peut faire tout ça. Mais dans tous les cas, il va être obligé de répondre quelque chose. Il va être obligé d'essayer de souscrire à ma demande. Et même de souscrire à ma demande immédiate. Là où le thérapeute, ce qu'il va faire, c'est lorsque un patient soumet une problématique, une demande, il va essayer d'aller au-devant et de se questionner sur la finalité qu'il y a derrière. Je vais vous donner un exemple. Un patient qui nous livre un problème dans sa capacité à s'organiser au quotidien. J'arrive pas à prioriser, j'arrive pas à m'organiser, ça me fait souffrir. Est-ce qu'on peut travailler là-dessus ? ChatGPT va donner une réponse merveilleuse en plusieurs points, très pertinente, pour essayer de mieux s'organiser. Parce que c'est pour ça qu'il est fait. Le thérapeute va se demander de quoi est-ce que cette demande immédiate est le nom. Est-ce que cette personne a potentiellement un TDAH ? Et est-ce que son incapacité à s'organiser le fait souffrir dans son estime de soi et ses relations ? Est-ce que cette personne cherche à être plus organisée parce qu'elle a une sorte d'impératif intérieur de perfectionnisme et que du coup, son organisation viendrait l'aider à performer plus et à souscrire à cette finalité de perfectionnisme. Et donc ça va orienter les réponses d'une manière différente. Et ce que je veux dire par là, c'est que le thérapeute, qui est une conscience libre, il va être en mesure de venir questionner les fins, la finalité de l'autre. Il va mettre à l'épreuve la liberté de l'autre. Là où ChatGPT, ça n'est qu'un moyen, quoi, qui se met au service de nos fins. Donc, quand je suis face à ChatGPT, je suis libre de lui demander ce que je veux, il souscrit à ce que je lui demande. Un thérapeute, il va questionner la question. Et donc, il va pas tout de suite souscrire à ce que vous lui demandez. Et donc, typiquement, dans le cas de la demande d'organisation, il peut essayer de répondre encore mieux à la finalité de la personne en allant tout de suite à cette finalité. Vous êtes mal organisé, est-ce que ça vous arrivait aussi dans l'enfance ? Est-ce que vous avez des problèmes d'attention ? Oui, je note qu'il y a potentiellement un TDAH, or on sait que le TDAH, ça s'associe d'un gros problème d'estime et dans les relations, parce que c'est un trouble invisible et que les personnes ont l'impression que vous faites preuve de mauvaise volonté. Et donc on va travailler ça directement, votre estime de vous et vos rapports avec les autres. Et la personne va se sentir comprise. Et dans le cas d'un perfectionniste, on va questionner cette demande. Mais vous cherchez à être organisé, ok, très bien. Est-ce que c'est la bonne question ? Est-ce que c'est le bon objectif ? Est-ce que cet impératif de perfection, de performance, vous l'avez déjà questionné ? Est-ce qu'il vous rend heureux ? Est-ce que c'est vraiment cette finalité qui doit guider votre vie selon vous ? Quand bien même ChatGPT pourrait faire ça techniquement, avec suffisamment de données, et il le fait déjà un peu, venir deviner la finalité derrière une demande, même si techniquement il en serait capable, et qu'on lui mettait tout un tas de capteurs d'expressions faciales, de prosodie pour essayer de saisir des informations un peu plus subtiles sur la demande de quelqu'un, est-ce qu'on voudrait vraiment qu'il le fasse ? Si on permet à une intelligence artificielle de questionner les finalités que l'humain se donne, ce serait très risqué, et on tomberait potentiellement dans les fameuses dystopies où l'intelligence artificielle prend le contrôle de l'humanité parce qu'elle se donne pas les bonnes missions, elle se donne pas les bonnes fins, quoi. Donc même si l'intelligence pouvait faire ça, on ne lui permettrait pas. Parce qu'on veut qu'elle reste à l'état d'outil, de moyen, pour servir nos fins. Tandis que l'humain, on lui suppose une capacité de liberté, de conscience, et donc de se poser ses propres fins. Et dans un entretien thérapeutique, vous faites justement l'expérience de deux libertés qui se heurtent,
avec la capacité du thérapeute à venir questionner votre système de valeurs, et donc vos finalités. Et alors, concrètement, face à l'intelligence artificielle qui ne peut que répondre à votre demande, quelles sont les options qui s'ouvrent au thérapeute ? Il peut vous répondre aussi, en vous donnant des conseils. Il peut suggérer aussi une réponse à travers le questionnement. C'est ce qu'on appelle le questionnement socratique. Une manière parfois plus subtile et efficace d'apporter des réponses. Un patient qui demande « mais pourquoi je suis dans cette dépression et j'arrive pas à en sortir ?» Au lieu de lui répondre « peut-être que vous y voyez des avantages et que vous ne voulez pas en sortir, de fait », il vaudrait mieux lui poser la question « écoutez, faisons ensemble une balance coût-bénéfice de cette dépression. Peut-être qu'elle vous coûte parce que ça vous immobilise, parce que vous vous sentez mal. Peut-être que par ailleurs, elle vous apporte des choses inconsciemment. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Et donc si ça vient de lui, d'une réflexion propre, d'une sorte d'épiphanie personnelle, ça n'aura évidemment pas le même impact que si on lui dit directement la chose, qui pourrait être pris comme un défaut et donc être rejeté. Est-ce que l'intelligence artificielle pourra répondre à l'avenir à des questions par des questions ? Je vois pas de limite technique, il n'y a pas de limite nécessaire à ce qu'elle puisse le faire. Donc on va mettre cette option entre parenthèses, parce que peut-être qu'à l'avenir ça évoluera. En revanche, ce qui est propre au thérapeute, de manière nécessaire et pas contingente, c'est le fait de questionner une question. Est-ce que cette question est la bonne selon vous ? En allant chercher directement la finalité de la personne, comme on l'a vu. Mais il y a encore une dernière option, à laquelle potentiellement l'intelligence artificielle ne pourra jamais accéder, c'est le silence. On interdira toujours à l'intelligence artificielle, je pense, de répondre par un silence, parce que ça transgresse son rôle fondamental d'assistance à la demande. Or, ça, le thérapeute, il peut le faire. Il peut répondre à la sollicitation d'un patient par le silence. Et ça, c'est très intéressant. Quelle fonction peut avoir le silence ? Toujours amener le patient à conscientiser que la question qu'il pose n'est pas la bonne. Amener le patient à essayer d'y répondre par lui-même, quand on estime que c'est plus pertinent. Typiquement, un patient qui cherche toujours à se rassurer émotionnellement par le soutien d'autrui, le silence peut lui faire comprendre que c'est le moment de s'autonomiser, disons, que cette stratégie qu'il a d'aller chercher le soutien de l'autre à tout prix n'est pas la bonne. Donc, ça peut avoir ces fonctions-là, ça peut être un truc un peu calculé. Quand c'est utilisé avec parcimonie, bien entendu. Mais il y a encore une autre raison pour laquelle le silence peut survenir, c'est que le thérapeute n'a pas la réponse. Vraiment, le patient apporte un truc et j'ai pas vu venir, je me suis laissé assommer par la question et je suis impuissant. Je cherche, d'une manière ou d'une autre, à lui apporter un truc et il y a rien qui vient. Et alors ça, c'est peut-être le silence le plus intéressant, le plus utile. Parce que quand on est côté patient et qu'on voit le thérapeute se prendre un truc dans la gueule, sans pouvoir y répondre, et se retrouver démuni, on fait l'expérience de la finitude humaine. Alors j'ai un problème grave, je le soumets à la personne qui est censée être experte, et je vois qu'elle s'en sort pas. Et ce genre de situation, ça m'est arrivé de temps en temps. Ça dure en général quelques secondes, c'est subtil, mais il y a un malaise qui est palpable. Parce que vraiment, j'essaye, mais je suis impuissant, et le patient le voit. Et souvent, la réaction, c'est qu'il pose une autre question. Ou alors, il essaye de trouver une réponse par lui-même, ou alors... en tout cas, il réagit. Il me laisse pas tout seul dans ma détresse. Et vraiment, ça, c'est intéressant à plein de titres, en fait, parce que typiquement, on n'aura jamais cette expérience-là avec l'intelligence artificielle qui nous soutient, qui apporte des réponses constructives à tout, quand bien même elles ne sont que hypothétiques parfois. Mais elle nous donne cette impression que tout est possible. Il y a une solution à tout, quand bien même elle n'est pas parfaite. Sauf que c'est pas vrai, parfois. Et en entretien thérapeutique, il y a cette spécificité de se heurter à la limite humaine, à la finitude humaine, à la détresse de l'autre. Et qu'est-ce que ça fait, ça ? Eh ben, mes patients qui sont censés être celui qui doit être aidé, dans les moments où je suis là, je me prends dans la tête un problème que j'arrive pas à résoudre,
et que je suis dans le silence, un peu impuissant, ça les fait réagir. Ils ont tout de suite une réaction de soutien, entre guillemets, à travers laquelle ils essayent de trouver une piste de solution. Ils disent après, bon, je suis pas tout seul, hein, je suis entouré, je peux essayer de faire quelque chose pour ça. Ou alors ils posent une autre question. Bon, après, il y a ce problème-là, je sais que je vais devoir le régler, mais j'ai ça aussi qui me pose souci. Ils se rendent acteurs. Parce qu'ils constatent que l'humain, c'est pas tout puissant. Les autres aussi ont leur finitude, peuvent se retrouver en détresse. Quand bien même, à ce moment-là, c'est eux qui sont dans la posture de sollicitation et de demande de soutien. Et donc, il y a cette espèce de communauté de détresse, pourrait-on dire, qui fait que ça leur fait avoir une réaction saine d'aplomb et de et de tonus, disons. J'ai un problème, mais je sais qu'une partie doit être résolue par moi, ou du moins je fais partie d'une communauté humaine qui n'est pas invulnérable, et donc je dois assurer ma partie. C'est vraiment intéressant, ça. Et ça dure que quelques secondes. Ils se le disent pas consciemment, mais c'est ça qui est en jeu, en fait. Dans le moment du silence. Cette rugosité, cette imperfection, qui est propre au thérapeute, cette humanité, allez, allons-y, cette finitude humaine qui est propre au thérapeute, elle est clairement utilisable au sein d'un entretien. Et si c'est pas par le silence, parfois ça peut être par une réaction pas adaptée du thérapeute, qui émotionnellement vit mal un truc. Bon, c'est ce qu'on appelle le contre-transfert. Il y a un truc qui prend personnellement dans ce que lui amène le patient. Et il y a encore moyen de ramasser cette vulnérabilité, cette finitude humaine en se disant, tiens, c'est un signal. Si je vis mal ce qu'il me dit là, c'est que ça me renvoie à ça, à telle personne qui avait tel comportement quand j'étais jeune, et peut-être que ce patient, il a de ça en lui. Et peut-être que je peux récupérer cette espèce de friction relationnelle pour la mettre au service de la thérapie. On compose, en fait, avec cette organicité propre au thérapeute, et ça produit souvent des choses extrêmement intéressantes. Et ça, ChatGPT, qui est lisse comme tout, peut pas le faire. Et c'est ce on lui demandera jamais ça, parce qu'il faut que ce soit de l'imperfection spontanée, qui fournit un terrain d'entraînement parfait aux relations humaines, et dont on peut discuter à un niveau méta au cours d'un entretien thérapeutique. Voilà globalement ce que j'avais à dire sur les spécificités de l'entretien thérapeutique. Une conscience supposée éprouvante et jugeante, un libre arbitre supposé, et puis le silence, à travers lequel transparaît la finitude humaine qu'on peut mettre à profit, voilà, d'une thérapie. Je vais conclure quand même sur une petite précision, c'est que vous avez noté qu'à chaque fois que j'ai essayé, en tout cas, à chaque fois lorsque j'ai essayé de parler de conscience et de libre arbitre, je parle toujours d'une conscience et d'un libre arbitre supposé. C'est-à-dire que, en admettant que l'intelligence artificielle puisse à l'avenir prendre une forme humaine, de manière suffisamment précise et subtile pour qu'on s'y méprenne, alors à ce moment-là, on prêtera à l'intelligence artificielle potentiellement un libre arbitre, une conscience, quoi. Il suffit de se le dire pour que ça marche. Seulement, je pense que quand bien même ça arrivait, on ne permettrait pas de ne pas pouvoir identifier si un humanoïde est humain ou non, parce que ça transgresserait un principe de confiance qui nous empêcherait un principe fondamental qui nous empêcherait de vivre en communauté, tout simplement. Mais alors maintenant, est-ce que l'intelligence artificielle pourra un jour peut-être disposer d'une conscience avec un certain niveau de liberté, de délibération, et une capacité à éprouver ? Et ça va nous amener à parler un peu de cette distinction fondamentale quand même entre la matière organique et inorganique. Et je pense que c'est un peu là-dessus que risque de buter l'intelligence artificielle, à savoir que la matière organique qui nous compose, en tant qu'humains, c'est lié à une spécificité bien particulière, à savoir que chaque unité du vivant est personnellement engagée dans sa propre survie et dans la survie du tout à laquelle elle appartient. C'est ça le principe de la matière organique. Et donc, une cellule, c'est déjà toute une société en soi, et elle interagit avec les cellules qui l'entourent. Et cet agrégat de cellules forme des tissus qui ont un fonctionnement interne bien particulier,
engagés à leur propre survie et qui interagissent avec les tissus autour. Ce qui donne des organes, ce qui donne des organismes animaux et humains, et ce qui donne des groupes et des sociétés. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Un neurone, par exemple, qui est une unité bien particulière du vivant, il se passe des trucs à l'intérieur. Il s'organise pour assurer sa survie pour une durée, au moins. Et il s'organise pour interagir avec les autres neurones autour pour assurer la survie du tout dont il dépend et à laquelle il appartient. Et ce qui fait que chaque unité du vivant qui constitue un tout à chaque fois est un acteur actif et engagé. Et donc un neurone qu'on connaît pour son rôle de transmission de l'information, il ne fait pas que transmettre de l'information passivement, comme pourrait le faire un câble dans un ordinateur ou n'importe quel support matériel qu'utilise l'intelligence artificielle pour transmettre de l'information. C'est un acteur engagé qui vient colorer l'information d'une certaine manière. Et cette espèce de différence qualitative explique probablement beaucoup de choses dans la différence entre l'humain et la machine, à savoir les émotions, la conscience et ce qui se rapproche d'un libre arbitre. Même ce qui ne sert qu'à transmettre de l'information, le transmet en tant qu'acteur engagé et donc la colore d'une certaine manière. Et ça, je pense que c'est cette limite-là qui viendra expliquer ces différences un peu fondamentales, dont je suis pas sûr qu'elles pourront être dépassées à l'avenir. Voilà ce que j'avais globalement à dire sur ce sujet-là. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous apportera des billes pour réfléchir mieux et agir mieux dans votre quotidien. Je vous remercie.